Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo sur le chapitre de l'utilité. Ce sera la dernière vidéo sur ce chapitre. Après je ferai une petite vidéo annexe sur le surplus du consommateur, mais ce sera une vidéo annexe en fait pour tous les chapitres. Ça ne concerne pas seulement ce chapitre-ci, mais il est en rapport avec celui-ci quand même, ok. Donc pour cette troisième vidéo, on va aborder en grande partie l'élasticité prix croisée. Donc pour introduire ce sujet, nous allons introduire deux situations où on a une variation du prix. Une variation du prix, notamment celui du prix du bien de A. Et qu'est-ce que va engendrer cette variation du prix ? Eh bien, elle va engendrer deux situations. Ok ? Donc dans cette situation, on a le prix de A ici de base qui va varier vers ce prix-là, donc prix A'. On peut voir que notre budget, lui, a augmenté, ok, donc ça veut dire que le prix de A a diminué, ok, ce qui explique qu'on peut consommer plus de biens A, ok. Dans cette situation-ci, on peut voir que lorsque le prix de A baisse, on va consommer plus de A et on va faire diminuer notre consommation de B. Okay. Imaginons que B c'est le Pepsi et A c'est le Coca. Le prix du Coca baisse, et bien on va consommer moins de Pepsi et plus de Coca, parce que c'est à peu près substituable, ces deux biens là, ok, c'est pas complémentaire. Donc dans ce cas-ci, la baisse du prix du bien A a pour effet d'augmenter sa consommation au détriment du bien B. On a donc un effet de substitution, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui nous confirme que A et B sont deux biens substituables, comme le Coca et le Pepsi par exemple. D'accord ? Je vais prendre plein de choses, hein. M&M's c'est Malteser. Imaginons que le prix de M&M's chute, on va consommer plus de M&M's que de Malteser. D'accord ? C'est tout simplement ceci que veut nous dire cette situation. Donc après avoir abordé la situation où on a un effet de substitution, hein, donc on consomme plus de A après avoir une diminution du prix de A, donc avec deux biens substituables, hein, comme le Coca et le Pepsi, nous allons aborder la situation où on va avoir un effet de complémentarité. Okay ? Ça va être la dernière situation qui va nous permettre d'introduire la formule de l'élasticité prix croisé, évidemment, le plus important. Donc dans ce cas-ci, on peut voir que la baisse du prix de A avec notre contrainte budgétaire qui se dépasse vers la droite, ce qui nous permet d'acheter plus de choses, va introduire la situation où nous consommons plus de A et plus de B. Okay ? Donc on consomme plus de A comme dans la dernière situation, sauf que dans cette situation-ci, on consomme aussi plus de B. Okay ? Donc dans cette situation, une diminution de prix de A entraîne une augmentation proportionnelle des quantités consommées de A et B. Autrement dit, on peut comprendre que A et B sont deux biens complémentaires et que l'un ne va pas sans l'autre. Okay ? Donc imaginons, j'ai pris la chaussette droite et la chaussette gauche, hein, c'est vraiment deux biens parfaitement complémentaires. Imaginons que ma chaussette droite, son prix diminue. Eh ben, je ne vais pas acheter plus de chaussettes droites, car ma chaussette droite ne va pas sans ma chaussette gauche. Donc, je vais tout simplement acheter plus de chaussettes droites et plus de chaussettes gauche, et avec une parfaite proportion. D'accord ? Donc, dans ce cas-ci, on a l'effet de complémentarité. Donc maintenant, je vais juste refaire un petit résumé en fait du débouché des deux situations. On a pu observer deux phénomènes, comme il est écrit ici, suite à la baisse du prix du bien de A, qui nous permettent d'acheter plus de choses. Okay, on a l'effet de complémentarité où on achète plus des deux biens, et l'effet de substitution, ce qui nous permet de voir que le bien A devient moins cher, donc on substitue B pour acheter plus de A. Okay, donc ça, c'est les deux grandes situations qui vont se passer autour de la baisse du prix de bien A. Ici, on a pris le bien A, mais ça peut être la baisse du prix de bien B. Juste du coup, on inverse le fait que le bien B devient moins cher, donc on substitue A pour acheter plus de B. Okay ? Donc ça marche dans les deux sens. Juste, le plus important à retenir, c'est qu'on a un effet de complémentarité et un effet de substitution. Donc, après avoir abordé les deux situations d'un point de vue totalement graphique, nous allons les aborder d'un point de vue algébrique. Okay ? Donc, qu'est-ce que c'est le concept de l'élasticité croisée ? On l'a vu avant. On a aussi vu dans la dernière vidéo, je mettrai le petit point d'exclamation, d'interrogation, je sais plus ce que c'est, pour aller voir la vidéo sur le concept de l'élasticité budget, qui est aussi très important. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand le budget baisse ou augmente ? Est-ce qu'on consomme plus de A, plus de B ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc ça, c'est le concept de l'élasticité budget. D'accord ? C'est à peu près la même chose
que le concept de l'élasticité croisée, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas le budget qui varie, mais c'est le prix du bien opposé à celui qu'on étudie. Ok ? Donc on va aborder le concept de l'élasticité que nous avons vu sur les anciennes slides, qui est l'élasticité croisée. Et ça, c'est sa formule. D'accord ? L'élasticité, là c'est l'élasticité prix croisé de B par rapport au prix de A. D'accord ? Je vais juste prendre, voilà, un petit truc pour écrire. Imaginons que là on a le prix de A qui diminue. C'est ce qu'on a vu dans les dernières vidéos, donc je mets une petite flèche qui diminue. Imaginons, donc il diminue, on aura quelque chose de négatif en dessous. D'accord ? On aura genre, il diminue de moins 26. D'accord ? Diminution de moins 26, et là on a la consommation, donc il est marqué en dessous, hein, celui-ci est donné par le taux de croissance de la demande d'un bien lorsque le prix d'un autre bien augmente d'un pourcentage, d'accord ? Donc par exemple, on a l'élasticité prix croisé du bien B par rapport au prix de A. Donc on a le prix de A qui diminue, et on va avoir le taux de croissance de B. Ok ? Imaginons que là, le prix de A diminue, et que du coup, la consommation de B diminue. Ok ? On a en haut et en bas quelque chose de négatif. Les deux signes négatifs se simplifient en un signe positif, et donc bien substituable si l'élasticité prix croisé est positive. Parce que ici sera positif, et on peut voir que si le prix de A diminue, et que notre consommation de B diminue, donc c'est ce qui se passe ici, le prix de A diminue et la consommation de B diminue. Je l'avais dit, c'est quelque chose, du coup ça va être une situation d'effet de substitution, et on a bien du coup une formule qui se termine par un chiffre positif. D'accord ? Donc maintenant, je vais prendre une autre situation. Imaginons qu'on a le prix de A qui diminue et que la consommation de B augmente. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Un signe négatif en dessous, un signe positif au-dessus. Donc, du coup, à la fin, on aura un chiffre négatif. Et donc, bien complémentaire, si l'élasticité prix croisée est négative, c'est bien ce qu'on aura ici. On a le prix de A qui diminue, donc on a bien ça, un moins, j'efface, et la consommation de B qui augmente, donc on a une flèche vers le haut, on a un plus au-dessus et un moins en dessous, donc on aura un chiffre négatif à la fin. Donc, le bien complémentaire, si l'élasticité prix croisée est négative. Évidemment, dit comme ça paraît un petit peu abstrait, mais on verra ceci dans des exercices, la prochaine vidéo ou la prochaine vidéo, parce que la prochaine vidéo, j'aimerais bien faire une vidéo annexe, comme je l'ai dit au début de la vidéo, sur le surplus du consommateur. Évidemment, dans toutes ces explications, il va y avoir une exception, car sans exception, ce n'est pas marrant, et l'exception dans ce cas-ci, ce sera les biens de Giffen. En fait, les biens de Giffen, c'est une exception, car lorsque le prix du bien A diminue, comme on le voit ici, les quantités consommées du bien A diminuent aussi. Okay ? Donc on voit qu'ici, on a une diminution du prix de A et une diminution des quantités de A, ce qui est plutôt rare. Hein. Imaginons, ça se passera jamais avec les M&M's, mais imaginons que les M&M's voient leur prix baisser, eh bien, je vais consommer moins des M&M's. D'accord ? Évidemment, ça se passera jamais avec des M&M's, c'est plus avec des biens assez anormaux. Et on a aussi la situation inverse, dans le cas où l'augmentation du prix de A entraîne une augmentation de la quantité de A. Là, je l'ai mis avec une représentation pas graphique, mais plus historique. Donc, en fait, à l'époque, pour, imaginons, du pain qui coûtait 10 euros, on va mettre ça en euros, et un bout de viande qui coûtait 50 euros, on consommait 5 bouts de viande, avec un budget de 100, hein, du coup, un bout de viande et 5 tranches de pain. Mais imaginons que le pain, lui, voit son prix augmenter, eh bien, on va consommer que du pain et plus de bouts de viande, car le bout de viande est devenu... Il ne rentre plus dans notre budget suite à la hausse du prix du pain, car le pain, lui, se marie avec tout, et il était plus préférable de manger du pain que juste de la viande, et beaucoup moins de pain. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit ? On va consommer que du pain. Okay, ce qui explique ici une situation où on a une augmentation du prix de A et une augmentation des quantités de pain. C'est vraiment la situation parfaite, hein, ça s'appelle les biens de Giffen. Voilà. Et donc pour finir cette vidéo, j'ai décidé de maintenant, pour chaque vidéo on fera ça, c'est de terminer par un questionnaire, pour voir si vous avez bien tout compris. Donc le questionnaire, il va se présenter comme un QRM, on aura du coup 5 questions, soit on coche
A, B, C, B, C, D, juste E. À vous de voir, donc je vous conseille de mettre sur pause, de la faire et je vais vous donner les réponses. Donc, la première, les courbes d'utilité d'indifférence sont concaves et séquentes. Ça, il va falloir vous rappeler des 2 dernières vidéos qu'on a faites, donc je mettrai encore un petit point d'exclamation à droite, je sais plus c'était quoi, un lien pour aller vous montrer les dernières vidéos. Donc, évidemment, c'est faux. C'est totalement faux. Car si elles sont séquentes, mais ça je vous l'avais expliqué avant, ça ne rentre pas en compte avec la transitivité des courbes d'indifférence, donc c'est totalement faux. L'hypothèse selon laquelle la relation de préférence est complète signifie qu'un consommateur utilise tout son revenu. Ça aussi c'est faux. Hop. La relation de préférence est intransitive, c'est-à-dire on ne peut pas comparer l'utilité de différents individus. Je viens de le dire en haut, dans la A, c'est transitif, du coup, ça aussi c'est faux. Un consommateur est nécessairement indifférent entre les différents paniers situés sur sa contrainte budgétaire. Ça aussi c'est totalement faux, il est indifférent sur la courbe d'indifférence, mais non sur la contrainte budgétaire. Donc la réponse juste est aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera du coup pour la prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, soit une vidéo annexe sur le surplus du consommateur, soit sur les exercices de ce chapitre. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille, je vous invite plutôt à aller vous abonner et y mettre un pouce bleu. Merci à vous.